Il n'y aura pas de fête patronale cette année à Sainte-Rose. La commune a déjà connu de nombreux événements festifs et culturels. Le budget pas très vaillant pour ne pas pouvoir répondre à TV est allé recueillir vos opinions sur cette décision du chef d'édilité. La rentrée frappe déjà aux portes et aux porte-monnaies. La liste des choses à réaliser est impressionnante. Comment les familles guadeloupéennes s'organisent-elles pour réussir ce moment? La rentrée est à la une ce soir. Le Sud-Bas-Terre se démène pour construire un service de transport digne de ce nom. Les premiers marchés ont été sillés ce matin. La chasse aux clandestins est aussi ouverte, nous dira Karen Diama. Inséré par l'art, c'est le pari pris par la plasticienne Marie Guadeloupe. Linda Kayarsi a passé du temps avec elle pour comprendre son action. Elle veut apporter aux jeunes de l'espérance et un savoir-faire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mercredi 17 août 2016. C'est par un simple communiqué que la maire de la commune, Mme Bajazé, a annoncé l'annulation de la fête patronale qui devait se tenir dans les jours prochains. Mme Bajazé a estimé que trop de fêtes pouvaient tuer l'esprit de la fête et que surtout le budget de la commune pouvait ne pas supporter autant de dépenses. Cette décision s'imposait d'autant que Sainte-Rose a connu pas mal d'activités festives et culturelles et il n'y avait pas lieu d'en rajouter. Désireux d'en savoir plus, Moïse Dexter et Patrick Curie se sont rendus sur place pour prendre la température des Sainte-Rosiens après cette décision, d'où se dégage une éthique de la responsabilité. Voici le reportage. Suite à une récente réunion, la majorité municipale de Sainte-Rose a décidé d'annuler la fête patronale. La raison, trop de fêtes populaires qui impactent un budget déficitaire. Vous savez, au cours de l'année, nous avons eu beaucoup de fêtes populaires. Nous avons eu le TGVT, nous avons eu le championnat de voile, nous avons eu le tour de la Guadeloupe de la voile, nous avons eu le carnaval Limace, le célèbre carnaval Limace. Nous avons eu le tour cycliste. Eh bien, tout ça, ça génère des frais. Et je vous dis franchement, tout ça, ce sont des budgets. Vous savez, comme nous, comme toutes les communes de la Guadeloupe, les collectivités de la Guadeloupe, la dotation globale de l'État, elle a baissé. Pour certaines manifestations, nous faisons appel aux subventions. Les subventions n'arrivent pas toujours au moment où on en a besoin. Elles n'arrivent pas toujours non plus au montant que l'on a désiré. Donc, des fois, nous sommes obligés d'impacter sur le budget de la commune. Donc voilà, nous avons décidé cette année de ne pas donc faire de fête patronale. Et nous espérons que la population qu'elle aura compris. Notre objectif, c'est petit à petit aussi de faire en sorte que le budget de la commune puisse retrouver un équilibre, puisque vous savez dans quel état nous l'avons trouvé. On ne va pas revenir sur le passé. Malgré leur déception, les administrés ainsi que les commerçants comprennent la décision du maire. Ben ouais, ils vendent ça comme tout le monde, par le biais des médias, enfin Internet, etc. Et puis la communication qui s'est faite dans la ville. Bon après, il y a des arguments qui ont été avancés, je veux bien croire en la bonne foi des gens. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein? Et Sainte-Rose, c'est une ville qui est souvent en fait, donc on pourra faire l'impasse pour une année ou deux peut-être. En tout cas, pour cette année-ci, avant, l'impasse s'impose, donc on va faire avec. Et je pense que, bon, ben voilà. Hein. J'ai appris cela, mais c'est désolant. Mais la commune a des difficultés et s'ils trouvent que c'est nécessaire de ne pas faire la fête, je suis d'accord avec eux pour essayer d'économiser un peu d'argent. Non, pas tellement, parce que les jours de fête, bon, moi je suis fermée, je participe aussi. Alors non, pas du tout. Gaëlle Zoé, jeune artiste de la commune, et son collectif Bridgen Music pensaient faire leur première scène. Pour mon groupe Bridgen Music, on est très dessus parce que là, on comprend qu'il n'y a pas d'argent, le maire a beaucoup dépensé, mais on est très dessus. On va attendre l'année prochaine pour que s'il y aura l'occasion de refaire quoi. Toutefois, la messe de la sainte patronne Rose de Lima est maintenue le 23 août prochain. Une décision dont il faut saluer la sagesse. Le mois de juillet a filé, le mois d'août ne cesse de galoper. La rentrée frappe déjà aux portes et aux porte-monnaies. Surtout, il faudra résoudre les questions liées au transport, aux achats de vêtements et s'attaquer à bien d'autres difficultés conjoncturelles. Comment les familles guadeloupéennes s'organisent-elles pour faire face à ce grand moment, pour réussir ce grand moment? Voici le reportage de Moïse Dexter, de Patrick Curie et d'Isabelle Amour. Pour des milliers de Guadeloupéens, bientôt,
Les vacances sont terminées, ce qui annonce la rentrée des classes. Annie-Claude, mère de 9 enfants, dont 4 scolarisés, a mis toute une organisation en place pour cette rentrée scolaire. Je me suis prise très tôt, vers, je dirais, le 11 juillet. Tout était déjà bouclé, parce qu'en fin de compte, on devait partir en vacances. Alors, je préfère très tôt acheter tout ce qu'il faut. Et puis, vraiment, à la dernière minute, s'il y a peut-être un petit truc, voilà. Mais tout est fait, les listes sont faites. Et puis, c'est-à-dire que je dépose les listes à la librairie. Et puis, après, dès que elles sont prêtes, on m'appelle et puis je récupère. Je vérifie bien si tout est là. S'il manque quelques petites choses, je vais récupérer. Sinon, s'il manque aussi des livres, je commande. Parce que c'est vrai que si on se prend tard, à fin de compte, on ne trouve pas grand-chose. Entre livres, cahiers, classeurs et stylos, petits et grands mettent la main à l'ouvrage. Eh bien, ça veut dire que je m'organise seulement pour la petite, qui est au CE2. Mais sinon, les autres, elles font comme elles sont quand même grandes, elles sont autonomes. Elles ont déjà tout fait, quoi. Et elles ont déjà écrit sur les cahiers, voilà. Et là, il me manque les livres, à recouvrir les livres, et puis voilà. Sinon, tout est OK. Les listes sont prêtes. J'ai déjà rangé liste par liste. Et puis, voilà, tout est OK. Une rentrée qui se veut prête pour cette famille. Plus que quelques jours pour enfin retrouver le chemin de l'école et entamer une nouvelle rentrée scolaire. Vous avez vu, la rentrée avance à grands pas, se prépare et la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre se hâte de donner forme à une organisation beaucoup plus rationnelle des transports. Pour ce faire, ce matin, les premiers contrats avec les transporteurs ont été signés et une chasse aux clandestins a également été ouverte. Voici le reportage de Karen Diama pour ATV Guadeloupe. Tu signes là, tu n'as pas là. Gérant de la société Tropique Transport, Willy Moula vient de signer avec la CSBT une convention provisoire visant à réorganiser le transport urbain sur le territoire qu'il dessert. Il y aura des véhicules qui vont passer à des horaires bien fixes. Il y aura des véhicules qui seront reconnus par la CSBT sur les réseaux et les gens seront informés des véhicules et des horaires de passage. C'est pareil pour le samedi après-midi ou le dimanche. On va de toutes les manières mettre en place une organisation pour pouvoir déplacer les usagers de Cap-Esther dans toutes les communes. De toute manière, c'était le souhait du maire de Cap-Esther, de la municipalité de Cap-Esther-Belo. Et aujourd'hui, je ne peux pas ne pas mettre en place un transport et qu'il n'y ait pas donner satisfaction aux usagers, d'autant plus que ça fait un moment qu'ils le demandent. Autorité organisatrice des transports de personnes sur la zone de transport urbain, la CSBT avait pour objectif de relier les quartiers, de faire la promotion des transports en commun, mais surtout de mettre fin aux transports clandestins. Ce sont des conventions pour pouvoir faire de ces transporteurs qui jusqu'aujourd'hui étaient considérés comme des clandestins, car ils exploitaient certaines choses sans avoir les autorisations officielles. Aujourd'hui, ils ont signé, s'ils ont un accident sans le souhaiter, mais les passagers sont garantis. L'assurance peut marcher autrement. L'assurance, ça paraît bête, mais l'assurance ne pouvait pas couvrir les frais. Le transporteur qui fait Cap-Esther, pour prendre la plus grosse commune, Cap-Esther tourne à travers Cap-Esther. Ce n'est pas un seul transporteur. Il y aura peut-être 10 ou 12 cars, petites voitures qui vont travailler, qui vont chercher les gens dans les différentes communes de Cap-Esther et qui les ramènent au bout, mais aussi qui peuvent aller d'une petite, pas commune, une petite section à l'autre. C'est pour permettre aux gens des communes de se déplacer dans les communes, comme ça existe déjà à Bouillante depuis 20 ans. Hein. Une réorganisation des transports qui devrait amener plusieurs changements pour les usagers. Première chose, ils vont être transportés en toute légalité, en toute sécurité. En cas d'accident, sans le souhaiter demain, ils seront couverts par la réglementation qui le prévoit. La deuxième chose, c'est que ça sera organisé. Ils pourront savoir à telle heure de passage, il y aura un véhicule qui va passer. Si le véhicule ne passe pas, ils sauront où aller se plaindre pour un manquement au niveau du service. Et la troisième chose, on va satisfaire leur demande qu'ils puissent se déplacer correctement et en moins de temps possible. 5 autres transporteurs ont, comme Willy Moula, signé cette convention qui leur permettra d'exercer leurs activités dans les meilleures conditions.
ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec cette question. Les communes de Guadeloupe ont-elles décidé de rentrer de plein pied dans le monde connecté? Après Sainte-Anne, c'est au tour de Saint-François d'offrir aux usagers sur le port de Saint-François l'usage de la Wi-Fi. Wi-Fi gratuite pour tout le monde. Ce matin, Isabelle Hameau est allée s'inquiéter de cette question. Plus d'excuses pour se connecter à Internet. Désormais, du côté de la gare maritime, le réseau Wi-Fi est accessible à tous et gratuitement. L'accès réseau couvre on va dire, 3/4 de la zone de la gare maritime, c'est-à-dire l'extérieur là où on est et aussi l'intérieur de la gare maritime lorsque les gens sont en attente. Mais aussi, nous avons quand même aussi d'autres sites au niveau avec ce système qui sont par exemple le golf, qui est déjà actif. La plage de Raisin-Clair qui est en train d'être fignolée, mais dans l'absolu, on peut déjà se connecter. Et d'autres sites en partenariat avec la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, qui seront déjà à la base, par exemple, la Rotonde, et 2 autres sites qui ont été sélectionnés, mais qui sont en test pour l'instant pour voir si on peut les valider ou pas. Pas besoin d'être en dessous de la borne pour capter le réseau. La portée avoisine les 500 mètres, voire plus. Et pour se connecter, le principe est simple. Le système fait que vous êtes prévenu qu'il y a un hotspot qui est disponible. Et à ce moment-là, vous faites comme vous avez l'habitude de faire quand vous voulez vous connecter à un Wi-Fi. Vous sélectionnez ce point. À ce moment-là, vous aurez ce qu'on appelle un portail captif qui va apparaître. C'est-à-dire c'est une page Internet qui va plus ou moins vous mettre en attente et vous demander en gros si vous voulez vous connecter ou pas. En un clic, c'est activé et ça marche. En plus, c'est rapide. Utiliser sa musique. Ah ouais, c'est intéressant. On peut se connecter facilement à Facebook, WhatsApp, on peut rester connecté et puis discuter avec nos amis. Donc ça évite d'utiliser le réseau mobile parce que parfois on ne dispose pas de connexion Internet via le réseau mobile, donc c'est beaucoup plus rapide et plus efficace aussi. Un outil pratique pour les nombreux touristes du coin qui pourront poster leurs photos de vacances en temps réel. Pour tous les touristes qui viennent justement sur la commune, qui n'ont pas forcément de 3G, qui n'ont pas forcément le principe de roaming, qui ne marche pas forcément très bien avec les opérateurs qui sont en métropole, ça leur permet d'avoir cet accès pour, je sais pas moi, par exemple, faire leur enregistrement, faire leur recherche sur des sites, des choses comme ça. Avant de partir sur Désirade, ils peuvent, ou Marie-Galante, ils peuvent déjà chercher un petit peu quoi faire et sans se prendre la tête, sans se prendre plus la tête que ça, quoi. Le réseau Wi-Fi gratuit pourra s'étendre d'ici peu du côté de la plage des Raisins Clairs. De quoi encore mieux surfer sur le web. Il n'y a pas longtemps, sur cette antenne même, nous vous posions la question sur le fait de se défendre soi-même après une agression. Eh bien, écoutez cette histoire. Ça s'est passé hier soir à la Martinique, sur le parking du discothèque à Californie, dans les environs de Fort-de-France. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui a été agressé par 4 personnes. Il a poursuivi ses agresseurs. Il en a renversé 2. Et les blessés grièvement. Après, il s'est ensuite rendu à la police. Voici sur ce fait divers qui sort du coma, le reportage d'ATV Martinique. Un jeune dans le coma et un autre avec un important trauma facial. Des états jugés sérieux à la suite d'une agression qui dégénère. Il est aux alentours de 3h30 du matin quand, sur le parking de cette boîte de nuit, 4 jeunes braquent un homme d'une trentaine d'années, accompagné de 2 femmes. Ce dernier va alors poursuivre ses agresseurs qui partent à moto en direction de l'autoroute. Les rattrape et en renverse 2 quelques centaines de mètres plus loin au niveau du pont de Californie. Des faits graves qui pour certains pourraient paraître justes mais qui sont totalement prohibés par la loi. Lorsque quelqu'un est agressé, si il riposte, la question est de savoir si sa riposte se situe dans le cadre de la légitime défense ou pas. Et donc tout le débat est là. En principe, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Lorsque l'on est agressé, la solution est de déposer plainte, d'essayer de faire en sorte que l'on puisse établir les circonstances dans lesquelles on a été agressé pour que son statut de victime soit reconnu et que l'on puisse faire en sorte que la justice passe. C'est ça la règle. Il y a un peu plus d'une semaine, en Guyane, 2 hommes armés braquaient un commerçant de Cayenne. Celui-ci avait alors abattu l'un des individus pendant sa fuite. Un phénomène de justice populaire dont on entendrait de plus en plus les échos. Il arrive que certaines personnes aient le sentiment que les choses ne vont pas assez vite, ou les sanctions ne sont pas assez fortes, ou bien les personnes ne seront pas poursuivies. Et à tort,
eh bien, ils essaient de régler leurs problèmes eux-mêmes. Et je pense que c'est à tort, parce que c'est l'État et la justice qui a le monopole de ces questions-là. Et donc, par conséquent, il faut se rendre à la justice, faire en sorte qu'elle puisse passer. Aujourd'hui, on en parle. Et ça pose un vrai problème, parce que plus on en parle, plus ça donne aussi des idées à ceux qui se disent « mais finalement, pourquoi je ne ferais pas de la même manière ?» Alors, en réalité, la justice a des réponses à cela. Et la réponse est souvent la même, hein. Il n'est pas du tout acceptable que quelqu'un décide de se faire justice lui-même. Et donc, la sanction est imparable. Nul n'est donc censé se rendre justice ni ignorer la loi. Les contrevenants s'exposeraient aux sanctions prévues par le code pénal et se verraient poursuivis, passant du statut de victime à celui de prévenu. C'est le cas du conducteur en Martinique. Toujours en garde à vue, il pourrait être poursuivi pour violence volontaire ou pour homicide si l'un des jeunes braqueurs venait à décéder. Louis Sabas, d'ATV Martinique. Serait-on sur le point de mettre au jour un nouveau scandale sanitaire? Les révélations de l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné autorisent cette question. De quoi s'agit-il exactement? Alors que les dangers pour les enfants à naître étaient déjà connus, de 2007 à 2014, plus de 10 000 femmes enceintes auraient pris cet antiépileptique que l'on nomme la dépakine. Et puis voilà, on sait que cela provoque des malformations et des retards intellectuels. Voici sur ce sujet le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Dépakine plus grossesse égale risque. Une mise en garde que l'on peut lire désormais sur les boîtes de valproate de sodium contre l'épilepsie. Il s'agit d'une recommandation de l'Europe mise en œuvre depuis le premier trimestre de cette année. En cas de grossesse prévue ou en cours, consultez impérativement votre médecin. Il y a une présentation des risques. On recueille un accord de soins. Le patient est d'accord pour recevoir les soins en connaissance des risques qui sont encourus. Et le pharmacien ne peut que vérifier que cet accord de soins a bien été recueilli. Et chez la femme en âge de procréer, le pharmacien doit s'assurer qu'une contraception est prise en concomitance avec le traitement contre l'épilepsie. Ce médicament comporte donc des risques pour les femmes enceintes ou en âge de procréer, un risque pour le fœtus, malformation ou autisme. Selon ce pédiatre, les cas de femmes soumises à ce traitement sont rares en Guyane. Alors pour ce qui est du cas de la dépakine, moi depuis 20 ans que je suis ici, c'est vraiment exceptionnel, c'est même pas un cas par an. Donc à chaque fois, le choix de mère qui doit avoir ce traitement-là, pour lequel on n'a rien d'autre à lui proposer comme traitement. C'est des situations vraiment exceptionnelles. Les dangers de la dépakine pour le fœtus sont connus depuis les années 80. Mais c'est seulement depuis 2014 que l'Europe a durci les conditions de sa prescription. Désormais, il est fortement déconseillé aux médecins de l'Union européenne de prescrire la dépakine aux femmes enceintes et en âge de procréer. Seule exception si le bénéfice de ce médicament pour la mère est supérieur au risque encouru par le fœtus. Quand un enfant naît, je suis informée s'il a été exposé à un risque en particulier médicamenteux. Il y a certains traitements qui sont dangereux, qu'on l'on connaît pour le fœtus, et pour lesquels on est obligé de les continuer. Bon, il y a ce cas qui est pointé, mais il y en a d'autres, et pour lesquels l'enfant nécessite certains bilans ou d'autres. Donc le bénéfice, il est que la femme ne fasse pas de crise d'épilepsie pendant la grossesse, parce que pendant une crise d'épilepsie, elle peut avoir un coup sur le ventre, avoir des complications ou des conséquences sur le fœtus. Donc s'il existe un autre médicament, qui ne donne pas de troubles sur l'enfant, le bénéfice-risque, il est négatif. Il faut mettre l'autre médicament. S'il n'existe pas d'autres médicaments et que cette femme est vraiment épileptique et a besoin de son traitement, il est en faveur du traitement. Autre recommandation, seul un spécialiste peut instaurer et surveiller ce traitement rendu exceptionnel. Plus spécifiquement, un neurologue. Or, la Guyane ne dispose à ce jour d'aucun neurologue certifié. Depuis quelques mois, restons dans le domaine des médicaments. Les médicaments pour enfants et pour adultes vendus sans ordonnance se développent avec des saveurs différentes, comme l'Efferalgan cappuccino, le Fervex framboise ou le Smecta fraise. Une députée a décidé de saisir le ministre de la Santé car elle estime que ce type de comportement de l'industrie pharmaceutique est véritablement pas bon pour la santé. Et vous, consommateurs, qu'en pensez-vous ? Ce virage pris par l'industrie pharmaceutique. Voici vos réponses recueillies par Isabelle Amo.
Cappuccino, framboise ou fraise, depuis quelques mois, les médicaments aromatisés fleurissent dans les officines, mais pas du goût de tout le monde. Il s'agirait d'un marketing dangereux pour certains consommateurs quand on leur pose la question. Alors du coup, moi je pense que ça peut avoir un intérêt pour les enfants, peut-être, mais peut-être pas pour les adultes. Voilà, c'est peut-être juste un argument commercial, quoi. Non, je suis tout à fait contre. Je suis contre les produits chimiques. Pourquoi ? Parce que c'est contre-indiqué. C'est pas normal, c'est pas naturel. Des médicaments avec une saveur, pourquoi pas pour les enfants, mais pour les adultes, je vois pas l'intérêt. Un médicament reste un médicament, donc voilà. Mon avis là-dessus, c'est que actuellement nos médicaments, ce sont que des produits vraiment nocifs pour le corps. Hein? On le dit, mais tout petit, parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui travaille actuellement et qui est dans le tout, hein. Et on nous donne des produits, malheureusement, qui nous donnent des contradictions, enfin, des maladies. Hein. Donc moi, je ne suis pas pour les médicaments, je suis pour me soigner naturel. Nous avons des doliprane naturels, nous avons tous les plantes médicinales qui prennent ici les laboratoires pour pouvoir transformer et mettre des acides qui ne sont pas bons pour notre corps. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ça peut effectivement cacher quelque chose, on ne sait pas, puisqu'il nous arrive souvent de découvrir bien des années plus tard que tel ou tel médicament n'était pas si recommandé que ça finalement. Donc on peut être un petit peu dans le doute. Moi, je trouve que c'est pas bon, que c'est pas intéressant parce que je trouve qu'il y a trop de produits chimiques dans les médicaments. Je trouve qu'il devrait utiliser les herbes comme avant pour pouvoir se soigner. Maintenant, il y a trop de produits chimiques, il y a trop d'AVC par rapport à ça, il y a trop de complications médicales après. Donc, je pense qu'il devrait arrêter ça aussi. Je ne suis pas pour les médicaments qui ont été parfumés à base de fruits et consorts. Parce que non seulement il y a des médicaments qui sont dangereux, on dit pour les enfants, mais mettez-vous à la place d'un enfant qui trouve par mégarde. Hein. On peut oublier l'étude de médicaments et au goût. L'enfant sera amené à prendre ce médicament. Et là, c'est encore plus dangereux. Et puis, on ne sait pas ce que ça cache. Un bénéfice pour les laboratoires, un risque pour les consommateurs qui craignent que l'attrait potentiel de ces faux bonbons sur les enfants puisse être une source d'accident. Le beau chapeau du monsieur que vous avez vu dans le reportage est un sale à coup. Vous êtes sur ATV Guadeloupe. Nous allons tous les soirs au cœur de votre vie quotidienne. Restez avec nous. Dans un instant, je vous convierai dans un atelier d'insertion sous la direction de Marie Guadeloupe, là où on habille les palmiers. Nous verrons aussi que les charrettes à bœufs sont de beaux moyens de transport qui ont su traverser le temps pour témoigner de notre terroir. Des réfugiés syriens qui se sont installés sur la place des Palmistes en Guyane ont pu être expulsés. La scène s'est passée ce matin, mais la municipalité a trouvé un endroit où loger ces personnes qui réclament de pouvoir être transférées en France métropolitaine. Reportage de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République française utilisée ce matin pour lancer un appel à l'aide. Assis sur le trottoir à la vue de tous, le quotidien de ces familles qui ont fui la Syrie à cause de la guerre. Pour la plupart composés de femmes et d'enfants, certains même nés il y a à peine quelques jours, c'est ce genre de trottoir qui leur sert de dortoir. Ma femme a accouché de jumeaux le mois dernier, mais on a continué à être dans la rue. Ici, on nous dit qu'ils n'ont aucune solution à nous proposer. Tous les jours, c'est exactement cette même phrase. Nous n'avons aucune solution pour vous. Aucune solution. I'm sorry, no have solution, no have solution, no have solution. We go without Syria refugees. Nous sommes partis de Syrie en abandonnant tout. Nous n'avons rien. Du coup, c'est dans la rue que l'on dort. Regardez ces enfants, ils ont besoin d'aide. Ils n'ont rien. Ils ne veulent qu'une seule chose, vivre comme tout le monde. Dans une maison. Juste avoir une maison. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Le 26 janvier dernier, le sénateur Antoine Karam interpellait l'État sur l'incapacité de gérer l'afflux des demandes d'asile en Guyane. Tous les jours, ils sont plus d'une centaine à être devant la Croix-Rouge pour obtenir un laissez-passer. Lorsque vous êtes de l'autre côté devant la Croix-Rouge, vous avez plus de 300 personnes qui tous les matins, qui ne sont pas des réfugiés et qui ne relèvent pas du droit d'asile. Sauf que l'organisme qui doit traiter ce dossier est en Guadeloupe, ce qu'on ne peut pas comprendre, ça s'appelle l'OFPRA. Nous n'avons pas les conditions, vous avez des centres d'hébergement. Il y a un centre d'hébergement qui ne peut accueillir qu'une centaine de personnes. J'appelle le ministère de l'Intérieur, je tombe sur un permanent, tout le monde est en vacances en ce moment, ce qui est regrettable. Pour leur seule solution pour la mairie, les migrants seront installés dès ce soir dans une des écoles de la ville pour une durée de 2 jours. C'est-à-dire que la Croix-Rouge n'a pas d'endroit
Vous voyez bien, c'est des queues de 10 mètres, ce sont des nuisances sonores, il paraît même qu'il y a des rixes, hein, les gens se battent. Donc je crois que, puisqu'on règle le problème des Syriens, moi j'irai plus loin. Moi je veux maintenant régler le problème de la Croix-Rouge. Parce qu'ils seront dans une de mes écoles, pour qu'ils partent quand je vais leur dire qu'il faut partir. Et puis monsieur le préfet arrive, donc nous allons trouver des solutions ensemble. Et puis ensuite, je m'attacherai à régler le cas de la Croix-Rouge. Si aujourd'hui leur avenir reste incertain, une réunion devrait se tenir prochainement avec la préfecture pour décider de la marche à suivre. Voilà un geste qui pourrait sauver votre vie. Dans la commune du Vauclin, en Martinique, on tente de se prémunir contre les catastrophes naturelles. La commune et la collectivité territoriale de Martinique ont décidé d'apprendre aux gens comment ils pourraient se sauver en cas de catastrophe naturelle avec le kit de survie qui va avec. Voici le reportage d'ATV Martinique. Sifflet, couverture de survie ou encore trousse de secours, dans ce sachet sous vide, un kit d'urgence distribué aux habitants du Vauclin. 9 ans après le dernier séisme majeur, l'occasion pour eux de revoir leur organisation en période cyclonique. Beaucoup avaient constitué leur kit d'urgence après le 29 novembre 2007 et puis le kit n'a jamais été réouvert jusqu'à aujourd'hui. Les enfants ont grandi, les choses qui étaient dedans se sont abîmées. Donc il faut tout le temps rappeler aux gens que c'est un perpétuel recommencement, tant en termes de formation mais aussi en termes d'équipement. Fixez les meubles et objets lourds. Enlevez tous les éléments lourds qui sont en hauteur, les dictionnaires, les encyclopédies, vous les rabaissez vers le sol. Savoir se barricader, faire des provisions et rester à l'écoute, des gestes qui permettent de sauver des vies en cas de catastrophe. Il faut te mettre sur la table et si elle bouge, il faut prendre les pieds de la table et tenir parce que après la table va sortir, elle va partir et tu seras sans table. C'est très important de le savoir, savoir les premiers gestes à avoir, surtout qu'on a des enfants, pour nous protéger. C'est évaluer son niveau de vulnérabilité, de tout faire pour ne pas prendre de risques et se protéger, quoi. Le conseil principal que je donnerai, ça aidera beaucoup les équipes de secours, ce sera d'aller se former aux gestes qui sauvent. Ça demande très peu de temps, ça demande peu d'argent par rapport à une vie sauvée, un enfant sauvé, un proche ou un collègue. Pour l'instant, 5 communes pilotes ont été choisies pour participer à l'opération. Fort-de-France, le François, Font-Saint-Denis, mais également le Prêcheur et le Vauclin. Une initiative de la CTM et des municipalités pour responsabiliser les citoyens. La loi du 13 août 2004 nous rappelle que chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité. Bon, il faut aussi porter cette information à la population, mais c'est bien beau de dire que la personne est responsable si elle ne sait pas quoi faire, donc les dégâts seront énormes. Donc le but est de limiter les risques. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est par ces exercices de répétition, ces informations qu'on va apprendre. D'ici 3 ans, la procédure devrait s'étendre aux 34 communes de la Martinique. 170 000 foyers seront équipés de kits d'urgence. Prenez également vos précautions car nous sommes également un pays à risque. Parce qu'il fait appel à tous nos sens et aussi à notre imagination, l'expression artistique nous permet de canaliser notre énergie dans une bonne direction. Le Centre d'information et d'insertion Profil a mis en place depuis quelques semaines des ateliers. Ce dernier atelier d'art est animé par la plasticienne Marie Guadeloupe. Une vingtaine de jeunes confectionnent à l'abri des regards des œuvres en robe de palmier royal. Le reportage sur cet atelier de Linda Kayarsi. Depuis plusieurs jours, Cédric a décidé de mettre son talent au service de l'art. Je suis un jeune très manuel et l'école que j'ai suivie, on faisait beaucoup d'études artistiques. Et j'estime que tout part au niveau de l'école, quoi. Tout ce qu'on appelle art plastique. Cédric n'est pas le seul à avoir succombé à l'art créatif. Leïla aussi. C'est un atelier qui nous a appris beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses. Et je pense pouvoir réaliser mes œuvres moi-même après. Et c'est un plus pour nous, pour moi, peut-être pour mes enfants aussi, s'ils aiment. Et sinon, c'est... Voilà, quoi. En tout, ils sont une vingtaine à bénéficier de cette nouvelle activité au Centre de formation et d'insertion Profil. Profil œuvre depuis 17 ans dans l'insertion. Nous avons 2 pôles d'activité, le bâtiment et l'espace vert. Et par ailleurs, cette année, nous avons mis en place un nouveau dispositif
qui est le développement personnel. Donc, dans cet atelier, en découlent différents domaines, tels que le chant, la guitare, le chant, et notamment la création artisanale. En résumé, de l'art créatif pour aider à s'épanouir et à trouver confiance en soi, un bon début pour une insertion sociale et professionnelle. Je suis entrée dans la démarche de combattre cette idée-là, des idées reçues qu'en Guadeloupe, il n'y a rien, ne peut pas faire rien. En dehors du RSA, le Guadeloupéen n'a rien, quoi. Donc moi, je me bats contre ça. Et donc, quand j'ai vu l'enthousiasme de ces gens autour du projet, eh bien, on a décidé d'aller encore plus loin. Et je peux vous dire que j'ai été étonnée parce que ce sont des gens qui n'ont jamais touché à l'art. Et quand j'ai vu le travail qu'ils pouvaient me donner, on dit non, en pays, on m'a une trop belle bite, il faut nous continuer. La plupart des œuvres, confectionnées avec des feuilles de palmier multipliants et robes de palmier royal, seront exposées à l'hôtel de région Guadeloupe du 22 août au 3 septembre. Elle ne peuple plus nos paysages comme du temps où elle transportait la canne vers les usines. Les charrettes à bœufs sont demeurées dans l'âme, dans le cœur des Guadeloupéens parce qu'aujourd'hui, on leur trouve d'autres utilités. Alors, comment se fabrique une charrette à bœufs et qu'est-ce qu'on peut en faire? Voici le reportage de Patrick Curie et d'Isabelle Hameau. Tommy Novare est un passionné de la charrette. Une passion que lui a été transmise par ses aînés. Et pour améliorer l'outil, il a créé plusieurs variantes permettant de retracer son évolution. Donc tu as déjà la charrette en bois. Elle se basculait au pas, donc en grande terre, elle se basculait plus parce qu'on n'avait pas les mêmes contraintes qu'en basse terre. Ensuite, donc, elle avait une bascule en grande terre. Après, au XXe siècle, tu as la charrette Michelin qui arrive avec l'automobile. Donc nous, à Saint-François, à Bois-de-Vipar, on a commencé à développer un type d'outils avec cette charrette-là, donc les charrettes pour transporter les personnes en fait. Donc en 2012, on décide de la mettre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est pour ça que tu vas voir, on a des charrettes avec des escaliers incorporés. On a aussi voulu faire une charrette sportive, donc c'est pour ça qu'on a mis une forme de char roumain, mais avec le siège de sulky, donc sulky c'est les courses de chevaux. Et ensuite, on a fait cette charrette-là évoluer. Donc, comme on avait un angle à l'arrière qui était assez dangereux pour les personnes, donc on a cassé cet angle-là et on s'est rendu compte qu'on se retrouve sous une forme de bateau. Donc, l'arrière du bateau. Comme on voulait un toit, parce que justement, on a des contraintes, les gens justement se peignaient du soleil. Donc, on a aussi mis un toit amovible. Des charrettes devenues beaucoup plus grandes, comme cette limousine, et faciles d'accès. Les formes ont aussi été revisitées. Donc, on a voulu faire évoluer la forme. On a aussi adapté à la charge qu'on transportait. Donc, c'est pour ça qu'on puisse essayer. Donc, dernier là, prend 20 mounes. Donc, le carrosse qui est derrière moi. Tu as la limousine qui prend jusqu'à 18 personnes. Et sinon, la charrette classique en bois, elle prend en moyenne 10 personnes. Donc, c'est pour voir que nous, il nous fallait plus de capacité avec toujours 2 bœufs. Donc nous, il fallait absolument faire des attelage avec 4 bœufs, c'est en l'usine à gaz. Donc du coup, nous toujours caler ici des bœufs et plus de personnes à transporter. Voilà. Et pour un meilleur déplacement, les charrettes sont adaptées à l'environnement. Tu as les charrettes avec les roulages, donc c'est plus pour les excursions sur le littoral. Tu as la charrette par exemple traditionnelle en bois, nous c'est plus pour traverser les ravines, donc c'est plus à l'intérieur des bois. Tu as la limousine et le carrosse, ça c'est des charrettes urbaines. C'est des charrettes pour nous rouler en ville. Donc, il n'y a pas qu'à prendre certaines contraintes. Quand on dernier là, carrosse là, vous pouvez y aller à dans certains engagés en bois là. Parce qu'on a des pièces de fonctionnement qui fragiles. Une évolution de la charrette permettant des excursions qui séduisent les touristes et les locaux. De quoi mieux découvrir ou redécouvrir notre patrimoine. ATV Guadeloupe va au cœur de votre vie quotidienne tous les soirs dans son journal de 19h. Si vous avez des idées de vous rendre à la plage, si vous voulez vous rendre à la plage demain ou dans les jours prochains, je vous propose les quelques conseils de Karen Diamin pour le choix de votre maillot de bain. Intemporel de la mode, le maillot de bain est un véritable accessoire de mode s'il est bien choisi. Tous les maillots n'iront pas sur tout le monde, comme toujours le même problème en fonction donc, des hanches, de la poitrine, du ventre qu'on veut ou pas cacher,
chaque personne a son maillot. Josette, par exemple, celui-là lui convient tout à fait. Il y a un maintien. C'est une femme quand même qui est fine. Le rose précédemment te va. Il y a d'autres maillots que je ne te proposerai pas parce que ça ne t'ira pas. Ça ne t'ira pas. Voilà, en fonction de la poitrine, en fonction des hanches. Celui-là t'habille parce qu'un maillot doit habiller et d'autres ne t'habilleront pas. Tu auras la poitrine qui va ressortir. Et donc voilà, c'est tout. Après, bon, elle peut mettre un 2 pièces par contre. Oui, oui. Parce que ça, vu ta morphologie, tu peux mettre aussi ce style de maillot qui t'habille et qui te maintient. Une pièce, 2 pièces, en triangle ou en bandeau, le maillot de bain sera donc la star de ce week-end de Pâques. Mon maillot phare, ce sera un maillot coloré avec des couleurs fluorescentes, pétantes au soleil. J'aime les maillots qui soient pratiques à porter, qui soient confortables et qui soient colorés parce qu'il y a du soleil, donc il faut que ça mette notre teint en valeur. Et pour se mettre en valeur, Farah nous propose la tenue idéale pour être la plus originale. On va vraiment partir dans, on va dire, un choix très coloré. Donc je vais opter pour ce maillot-là. Donc en fait, c'est une marque qu'on fait, donc c'est la marque Else. On va passer aux accessoires de mon maillot. Donc les boucles d'oreilles. Chez Apparence aussi, il faut savoir qu'on est spécialisé dans les bijoux. Pareil pour femmes. Ma montre, toujours aux couleurs de mon maillot. Ma robe, toujours pareil aux couleurs de mon maillot. Bien sûr, ma pochette. Et mes chaussures. Pour Pâques, c'est vraiment la robe idéale. Super sympa, enfilée, les couleurs super jolies pour Pâques et puis facile à laver, facile à porter. La pochette tendance donc de la marque Waymarie. Pareil, au niveau des couleurs, facile à porter avec ma robe. Ma montre assortie à ma robe et mes anneaux. Alors pour être au top pour ce week-end, mesdames, une chose, accessoirisez votre maillot. Voilà pour cette information, le choix des maillots. Nous étions à Pâques, mais là, nous sommes pendant les grandes vacances. Voici quelques informations utiles à votre vie quotidienne. La préfecture lance un appel parce qu'il y a des anarques au téléphone. Attention au numéro surtaxé 08 90 43 02 61. Les victimes peuvent alerter gratuitement les opérateurs de téléphone par SMS en composant le 33 7000 et en écrivant spam vocal suivi du numéro suspecté. Le signalement est également possible à partir d'Internet avec le site 337000.fr. Nouveau service en ligne pour le permis de conduire. Si vous voulez commander votre permis de conduire en ligne, vous pouvez aller sur ce site lancé aujourd'hui, cette plateforme lancée aujourd'hui par la préfecture, permis de conduire enfant.gouv.fr. Et puis, la collecte de sang, jeudi 18, vous avez rendez-vous devant la mairie de Vieux-Habitants de 8h30 à 13h. Voilà, pour vous donner votre sang, c'est un bon geste. Cette édition du journal est terminée. Je vous en retrouve tout à l'heure pour vous rappeler les principaux titres.